avec l'Euroforce, les casques blancs et Benalla et l'enfant Castor, hein, toujours sous la direction et le coaching de Timmy pour creuser des galeries dans la mine où les enfants travaillent bien sûr plus de 15 heures par jour et où ils n'auront pas de retraite puisqu'ils seront bien morts avant. Voilà, ça c'est l'idéal macroniste. Allez, on commence cette revue de presse pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vois qu'il y a des premiers qui arrivent sur le chat. Elle décortique, elle lit avec vous la presse des oligarques, ce qu'on appelle les capitaines d'industrie, Bernard Arnault, Xavier Niel, Drahi et j'en passe, propriétaires de médias, qui voudraient nous faire voir le monde d'une certaine façon. Et oh, on rentre jamais du boulot. C'est ça, moi, potato. Parce que les 7 nains dans Blanche-Neige, hein, à la fin, alors, casser les petits diamants, ils rentrent quand même. Et Blanche-Neige leur a fait une bonne tarte à l'oignon, ou je sais pas. Et là, les enfants de la mine ne sortent pas, surtout qu'ils sont confinés, puisqu'il y a des cas de la variole du singe et de la grippe de la tomate, ainsi qu'une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas, mais qui rongerait les yeux et les dents des enfants. Donc, on attend d'en savoir plus. Peut-être, après, c'est vrai qu'on a plusieurs scientifiques qui travaillent avec eux sur des injections expérimentales qui fonctionnent plutôt pas mal, hein, un taux de perte quand même tout à fait acceptable de 25%, qui permet de développer de nouveaux traitements, hein, pour les cancéreux de plus de 95 ans. Tout ça, bien sûr, pour votre confort, le meilleur des mondes. Nous vivons dedans, c'est le monde moderne. Allez, on commence. Et si on commençait par Emmanuel Macron et son école du futur. Alors Emmanuel Macron, c'est simple, hein, c'est lui qui nomme les ministres. Déjà, il te dit dans une déclaration, c'était hier, j'ai nommé les ministres et j'ai toute confiance en eux. Alors dans la 5e, c'est le Premier ministre qui nomme les ministres. Hein, lui, il avalise simplement la nomination, mais dans sa tête, non, c'est lui qui nomme tout. Tout le monde s'en fout. On est passé, ça y est, on a complètement changé de régime. On a cet enfant qui est président, hein, qui décide de tout seul avec Brigitte. T'as dit, dis Brigitte, est-ce que c'est bien si j'emmène Pape Ndiaye à Marseille, quand même, parce qu'il est ministre, quoi. Ouais. Tu peux l'emmener avec moi? Ouais. Pape, tu viens, on va à Marseille, on va jouer au foot. Et il l'emmène à Marseille, et regardez, ça donne ça. Donc t'as quand même le mec qui est ministre de l'Éducation, qui devrait expliquer un peu ce qui se passe. Et comme c'est le président qui l'emmène avec lui, il fait pot de fleurs. Dès la rentrée prochaine, comme je m'y étais engagé en campagne, nous réintroduirons en classe de première donc, la possibilité de choisir les mathématiques, donc en option. C'est une option. Alors, je vais être très précis, sous le contrôle de Monsieur le Ministre. Il y aura toujours la spécialité maths, oui, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir, hors de la spécialité, l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun. Donc ce ne sera pas obligatoire de cette première année, parce que pour le faire vite, non, on ne pourrait pas, mais tous les élèves et toutes les familles qui le souhaitent pourront remettre dans le tronc commun l'heure et demie de mathématiques qui sera ainsi offerte. Mais vous pourrez... déjà, on va le faire dès cette année, parce que l'idée, c'est d'aller vite et de permettre de régler ça. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet pour tous les élèves qui le souhaitent, et donc... Je pense qu'il faut aussi sortir de ce dilemme. Là, c'était pas possible. Avant que ce soit obligatoire, là aussi, laissons de la liberté aux enfants et aux familles. Pour beaucoup de jeunes, c'est le ministre, déconnez pas. Fait, ils devaient choisir l'option de maths pour pouvoir faire des maths. Là, tu te dis, c'est pas, allez, ça suffit parce que ça dure encore 10 minutes. Hein. Là, tu te dis, c'est pas possible. Pape Ndiaye, il va prendre la parole à un moment. C'est le ministre de l'Éducation, il va dire, moi, le mec me fait ça, je me barre. Hein. Je dis, ça va 5 minutes. Je peux parler, Manu? Ça va, t'as fini? T'en as pas marre de t'entendre parler? Le mec, t'imagines le bordel que c'est à l'Élysée. Le mec parle tout le temps pour rien dire. Et il s'écoute parler, il est content. Il dit, mais note-le, ça c'est bien ce que vous avez dit là. Sur l'école du futur là. Sur le fait qu'il faut faire 30 minutes de sport par jour. Avec un masque. Oui. Ah bah oui, il faut être triple dosé pour aller à l'école, là, sinon t'as pas le droit d'y aller. Oui. Non mais c'est dingue. Alors tu dis, peut-être Pape Ndiaye, il va prendre la parole à un moment. Et oui, il prend la parole à un moment. Attention, c'est très court. Excusez-moi, l'expérimentation va être généralisée du coup des écoles laboratoires à Marseille. Alors ça c'est Monsieur le Président qui doit. Vous ne pouvez pas intervenir dessus. Je ne peux pas m'engager, vous voyez. Vous ne pouvez rien dire de ce qui s'est. D'accord, le Président répond. Là, je me contente simplement d'échanger avec. D'accord. Oui, non mais je peux pas parce c'est lui qui doit tout dire. Moi je peux pas faire les annonces à la place du président parce que sinon après je suis plus ministre, c'est nul. Ma maman elle va pas être contente. Non mais faire potiche à ce point-là, ça fout les boules quand même. Il faut savoir que le directeur de cabinet de Pape Ndiaye a été choisi avant lui et c'est le même que le directeur de cabinet de Blanquer, hein, Jean-Michel Blanquer. Donc de toute façon ça ne changera rien. Et puis il faut savoir que de toute façon toutes les décisions prises sur l'école dans ce pays, je crois que c'est Brigitte qui fait ça. Hein, sur un coin de table avec toute seule. Dis Choupinet, tu crois que ce serait bien si les enfants mangeaient des repas véganes?
Oui, c'est pas mal, ça c'est quoi vegan? C'est quand tu manges de la salade? Non mais c'est la France, hein, c'est notre pays, vous rigolez mais c'est pas drôle. C'est quand même un truc dingue. Je pense que lui, il va servir à rien, Pape Ndiaye. Ça, c'est à peu près sûr. Alors si, il a servi à concentrer tous les tirs en disant « Quoi? Il est islamo-gauchiste !» Alors, la bonne chose, c'est qu'il avait critiqué les violences policières quand même. Bravo à lui. Mais je crois que le mec, il aime trop les médailles et les honneurs pour faire quoi que ce soit. Il va se barrer dans 6 mois quand il n'aura pas pu parler une seule fois, je pense. En disant « Bon, bah c'est quand même dur. Désolé, je m'appelle pas JM, je peux pas trop parler. » C'est ça, non mais c'est dingue, c'est dingue. Les ministres, je l'avais dit d'ailleurs lors d'un édito, sont des acteurs, des mauvais acteurs. Ils font de la figuration en réalité, ça ne sert pas à grand chose. Surtout en Macronie, là on est arrivé vraiment à quelque chose de dingue. Alors la bulle zen à l'hôpital pour les soignants, on en a parlé hier, mais si vous voulez, je vous remets la vidéo, elle est formidable. Cette bulle zen, si vous voulez, elle a coûté 71 000 €. Hein. Alors, c'est du design qui est fait par une copine de Brigitte. Regardez la gueule du truc, tu dirais un showroom Ikea. Dans cette salle de 71 mètres carrés, entièrement aménagée par l'architecte Sarah Lavoine, de grands canapés, une bibliothèque, voilà. des fauteuils de massage et enfin ce qu'on appelle le vieux showroom Ikea avec les lits pour enfants que tu fermes comme ça. Ça s'appelle une bulle de sieste. Ce nouvel espace bien-être dédié aux soignants a été entièrement financé par la Fondation des hôpitaux de Paris. Voilà, non mais je veux dire, tu peux pas tester. C'est notre pays, c'est la France. Regardez, Maggie est là, hein, pour ceux qui voilà. Hop. Voilà. Un mot. C'est un peu mon ministre de l'éducation à moi, Maggie. Je parle tout le temps, puis elle opine du chef. Voilà. Alors, donc on va faire une école du futur, donc où les enfants vont pouvoir manger des spaghettis le lundi, des spaghettis le mardi, et puis de la salade le mercredi. Il y aura 30 minutes de sport par jour. Les maths seront une option, hein, je crois, mais je parle sous le contrôle du ministre. Ta gueule. Et donc, voilà, c'est formidable. Merci les jeunes, sympa. Merci la France, vive la République, vive la France, vive moi surtout. Hein, vive. Non mais c'est fatigant. 5 ans de ça, les gars. Moi, je vous le dis, hein, je pourrais pas. Déjà, quand tu vois ce qu'ils ont fait de l'Elysée en 5 ans, hein, ça ressemble pas à un showroom Ikea, t'as l'impression que le truc, c'est en chantier, avec des tapis. Tu m'enlèves ce tapis dégueulasse, là. Ah ouais, j'aime bien, moi, c'est un artiste contemporain que j'aime bien. Ah bah, oui, d'accord. Et le reste, 5 ans de ça, mais non, c'est pas possible. On a vu Maggie, on peut partir en vacances, absolument, pour ceux qui veulent, vous pouvez. Jean-Brigitte a des rajouts. Ah bah là, en ce moment, elle a une perruque, mais c'est du jamais vu, quoi. On dirait l'oncle machin dans la famille Adams, mais en blond. Wow. Tu vois d'abord sa perruque et après tu vois qu'il y a un truc en dessous. Oh, madame la présidente, bonjour. Mais comment on vous appelle? Madame la régente? C'est la régente en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Jean-Patrick Juvet. C'est dingue. Enfin bref. Le procès arrive, hein. On saura que c'est pas Jean-Brigitte, qu'elle s'appelle vraiment Brigitte, hein, et qu'elle a vraiment des cheveux magnifiques. Bref, Sardou se barre si Mélenchon passe. Formidable. Qui s'en fout en fait? Michel Sardou, il fait ses adieux tout le temps, puis après il dit je me barre. Bah écoute, Michel, moi j'aime bien Michel Sardou, mais à un moment, bon, faut pas déconner quoi. Enfin, faut arrêter. Allez, regardez, Le Parisien aujourd'hui en France, le canard à nanar, propriété de Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, le propriétaire de la famille Macron, de la marque Macron même, l'habilleur de Brigitte. Hein. Sans lui, il n'y a pas ce style, il n'y a pas cette classe, il n'y a pas cette façon de voir le monde, hein, cette idée de dire que finalement, quelques profits permettent de s'acheter un avion à 72 millions. Non mais, Pinault et Arnault se sont achetés donc en mars 2021 un jet privé à 72 millions d'euros. Cash, comme ça. Bon, ils se sont dit, tiens, si on était jumeaux de jet, ouais, ok. 72 millions d'euros l'avion, le joujou. Le coût d'une campagne présidentielle, c'est 20 millions d'euros. Bon, tu comprends après que la politique, c'est juste qui finance, hein, les responsables politiques qui font semblant. Valérie Pécresse s'est fait rembourser ses 5 millions de dettes. Je ne sais pas comment elle a fait, c'est formidable. Nous, ici, on essaye d'avoir des abonnements en mode moderne. C'est super dur, les gens sont dans la galère. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et je remercie tous ceux qui sont abonnés et qui peuvent le faire. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur Twitch, sur Patreon également. Qui sont les gens qui ont filé de la thune à Valérie Pécresse et pourquoi? Moi, je pense que ce serait
plus utile, tu vois, si le monde moderne arrivait à avoir 1 million, 5 millions, mais même pas ça, moi, même à 100 000 balles, je fais mon année, je suis content. On vous fait un truc, mais aux petits oignons, nickel. C'est pas le même public, non, c'est clair. Donc du coup, je vais changer complètement le concept de cette revue de presse. Ça va être la revue des investissements à faire très vite. Donc, premier investissement à faire très très vite, ça va être de vous abonner. Merci Colline qui vient de s'abonner pour 6 mois. D'autres qui peuvent bien sûr s'abonner, enfin allez-y, n'hésitez pas. Zelensky lui demande 5 milliards par mois, il les a, mais bon, en même temps Poutine a envahi son pays, donc éventuellement je peux demander à Kim Jong-il d'envahir ma cour. S'il vous plaît, on a besoin attends, faut que je me mette un t-shirt. On a besoin d'environ 5 milliards par jour pour envoyer 2 missiles sur la piscine. Parce qu'il y a des grenouilles dedans, c'est un bordel sans nom. Non, c'est pas possible. Il faut changer de paradigme. Il faut totalement changer de paradigme. Hein. Je vends du conseil aussi. Si vous voulez du conseil en crypto, du conseil en tout, hein, si vous voulez fermer votre gueule et être content, je vends du conseil également. Et on change de cap. Et ouais, on change totalement de cap. C'est complètement con. Non, mais franchement, 5 millions remboursés à Valérie Pécresse pour sa campagne toute pétée qui n'a pas existé. C'est dingue. Donc je sais pas, essayez d'aller voir, je sais pas, vous n'avez pas des grands-mères comme Liliane Bettencourt qui savent pas quoi faire de leur thune, des oligarques russes qui aimeraient bien investir mais qui peuvent pas en ce moment, c'est compliqué. Bref, Zelensky bien sûr, les Panama Papers avec son financier, son oligarque numéro 1 qui avait arnaqué à la fois le gouvernement ukrainien mais aussi les oligarques russes. Bref, l'argent magique, on va en parler bien sûr de cette guerre en Ukraine. Puisque c'est les 100 jours de la guerre en Ukraine, nous dit le Parisien. Plus de 25 000 morts selon les renseignements étrangers. Chaque camp est très discret par rapport au nombre de morts, mais apparemment c'est quand même une hécatombe. Faut savoir que les Russes, en 6 ans de guerre en Afghanistan, avaient perdu 15 000 hommes, officiellement. Là, en quelques 100 jours de guerre en Ukraine, c'est déjà plus de 15 000 hommes qui seraient morts en Russie. Et quand je dis hommes, c'est des gamins, la plupart, hein, qui sont cramés dans les chars touchés par les missiles Javelin. Quant aux Ukrainiens, on sait ce qu'ils ont pris comme kilos de bombes sur la tête. Ça fait mal, mais vous inquiétez pas, en fin de revue de presse, vous allez voir que MBDA, le producteur de missiles français, a un plan pour produire plus, hein, pour tuer plus. Et puis, il y a un procès également contre MBDA dans la guerre au Yémen, puisque les Saoudiens, eux, ont bombardé des écoles, ont bombardé des hôpitaux, ont tué un nombre de civils sans nom. Et il n'y a jamais eu de... Tiens, il faudrait que les Saoudiens soient coupés du monde. Hein, cela, c'est vraiment dingue. Les Russes, oui, ça marche à chaque coup, parce que les Américains, je sais pas, c'est viscéral, ils n'aiment pas les Russes. Je sais pas pourquoi. Ça doit être le communisme. Ils ont été tellement brainwashed pendant des années sur le communiste, les soviétiques, ils vont nous tuer. Donc ils sont complètement pétés. Valoche a quand même failli être président s'il n'y avait pas eu l'arnaque des parrainages. Ouais, enfin, elle est très loin du compte, hein, quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner au Monde Moderne. Hein, chaque abonnement, 1 centime est reversé, hein, pour la cagnotte de Valérie Pécresse, qui pourrait toucher plus que 5 millions quand même, compte tenu du travail qu'elle a effectué. Hein, voilà. Moi, plus de thunes depuis que je suis en retraite. Bah ouais, c'est clair, les petites retraites. Mais vous inquiétez pas, parce que nous, on n'aura même pas de retraite. C'est tellement bien fait avec Macron que on n'aura ni thunes ni retraite. Voilà. On n'aura plus rien, mais on sera heureux. Ça, ça va être le super truc du futur. Allez, dans cette numéro du Parisien, comment le parti présidentiel va se réformer? Mal, très mal. Je le sens pas. Bon, c'est Séjourné, hein, qui s'occupe du truc, qui est président du groupe Renew au Parlement européen. Le groupe Renew, c'est là où tu as Nathalie Loiseau, l'ancienne du GUD, qui tweet des conneries, mais plus vite que son ombre. Et c'est là où j'ai pris peur, parce que cette meuf était quand même directrice de l'ENA. Et là, tu te dis, le niveau est tellement bas, parce qu'on dit le niveau est bas, mais il faut voir le niveau des élites avec un Z. C'est catastrophique. Elle, sur Twitter, c'est un sketch, quoi. Elle a fait 3 incidents diplomatiques avec les Suisses, avec les Belges, avec tout le monde. Elle a tweeté que des conneries, mais elle continue. Et on s'est bien clashé, des fois, c'était assez rigolo. Enfin bref. Que veut faire la République En Marche? Eh bien, la République En Marche vit bel et bien ses dernières heures. En juillet, le mouvement du président doit laisser sa place à Renaissance. Si le nouveau nom a été éventé, il ne correspond pour l'instant qu'à une coquille vide. Pour l'instant et pour toujours.
Hein, parce que franchement, non mais oui, alors ce que j'aimerais c'est qu'on s'appelle Renaissance parce que moi je me vois bien comme Henri IV, tu vois. Je me vois bien un petit roi, tu vois. Moi ce que j'aime bien c'est quand on réinvente des trucs, tu vois. D'ailleurs, il y en a un autre qui lance un mouvement, hein, c'est le Baron Noir du PS, comment il s'appelle, celui qui collectionnait les montres, qui s'appelle Réinventer son truc. J'ai oublié son nom. Julien Drey qui relance Réinventer. Superbe. Bon alors, coquille vide, et sa forme reste à définir. Hein, voilà. Alors, c'est Stéphane Séjourné, ex-conseiller politique à l'Élysée et patron du groupe Renew, qui a cette mission politique avec une feuille blanche, hein, formidable. Il faut réinventer une forme de parti politique. Résume Stanislas Guerini, qui est maintenant ministre. Hein. Et ouais. Ouais, parce que vous n'avez pas suivi le remaniement, enfin le gouvernement Borne, là. Vous n'avez pas suivi. Mais Stanislas Guerini, il est ministre maintenant. Il a son petit bureau, avec le petit drapeau, les petites dorures, tout bien, le petit téléphone. Alors oui, c'est Stanislas Guerini, ouais. Oui, alors oui. Qu'est-ce que c'est mon ministère? Qu'est-ce que c'est le ministère? Je sais pas pourquoi. Non, non, tu m'as encore fait une blague, Jean-Michel. Oh, voilà, non mais c'est... bon, c'est super ce gouvernement. Moi je dis, aucun problème, j'adore. Il s'agit de réinventer une forme de parti politique, donc résume Stanislas Guerini. Ministre de la fonction publique. Ah voilà. Oh putain. S'il y a des fonctionnaires qui regardent la revue de presse ce matin, force à vous. Vous savez que vous allez en chier. Il va falloir aller outre les consignes syndicales. Allez, faites la grande démission, la grève générale dès le 1er septembre. Hein. Vous rentrez de vacances et vous dites non, je fais rien, j'arrête. Et comme ça, ce sera mieux. Longue vie à la revue de presse, 8 mois d'abonnement, merci Toupir. Merci à tous. Continuez à vous abonner comme vous le faites et à partager le lien de cette revue de presse, même si vous êtes fonctionnaire. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, comme aurait dit Jean-Paul II. Il va falloir vraiment beaucoup de coordination, de concentration, au-delà de la résilience, hein, il va falloir se battre. Hein, parce que quand tu sais que le mec qui va faire la réforme des retraites, c'est Olivier Dussopt et une ex de McKinsey, quand tu sais que le ministre de la fonction publique, c'est Stanislas Guerini, quand tu sais que le président, c'est Emmanuel Macron, c'est une guerre totale, hein, qui va être déclarée au peuple français à partir de septembre. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, sniffons du tang, non, ne faites pas ça, hein, les enfants, ne faites pas ça à la maison, attention, mais il va falloir vraiment être solide, hein, Pourquoi attendre septembre? Parce qu'avant on part en vacances, on est français, faut pas déconner, non mais attends, c'est pas fait chier, le Front Populaire, tout ça, on va pas faire la grève en juillet-août, et en juillet-août, ils passent les lois dégueulasses, après on fait la grève en septembre, et c'est pour ça que ça marche, parce qu'on se fait systématiquement tomber, c'est super bien foutu. C'est quoi le tang? Attends, tu connais pas le tang? Ça, c'est un jeune, ça. Piclair. Le tang, c'était un truc dégueulasse des années 80. C'était du jus d'orange en poudre. Et toi, tu avais l'impression d'être un cosmonaute, tu vois. Tu mettais ton petit jus d'orange, de l'eau, tu vois. Je suis dans la station spatiale. Enfin, dans la navette spatiale, parce que c'était la navette spatiale à l'époque. Ça existe encore, le tang? Non. Envoyez-moi les photos, ceux qui ont du tang, dans le Discord ou quoi. Envoyez les photos. Oui, il faut vacciner tout ce qui peut être vacciné, a dit Macron, absolument, on va en parler aussi. C'est de l'exomuc, c'est comme un médicament, ça a le même goût, sauf que ça fait rien. C'est un peu comme Pfizer. Non, je déconne. Non, vaccinez-vous, c'est super important. Bill Gates, d'ailleurs, veut via sa fondation, vacciner en 6 mois toute l'humanité. Hein. Il a un plan. Pour ça, il faut produire. Et grâce à l'ARN, on peut produire vachement vite plein de trucs. Il faut envoyer, surtout dans les pays pauvres, parce qu'eux, ils se vaccinent pas assez, hein, pour lui. Et puis, dès qu'il y a un nouveau truc, hein, genre variole du singe, grippe de la tomate, panouille de l'asticot, paf, faut sortir un vaccin. Hop, stratégie vaccinale. Après, je sais pas si vous avez vu Bill Gates récemment, mais il fait peur. Hein. Et comme ça, il est ravi. Hein, il fait chier tout le monde, il est ravi. À chaque coup qu'il l'ouvre, c'est pour dire il y aura peut-être une attaque bioterroriste. Hein. Non, parce que il y a eu le Covid, d'accord, mais bon, imagine, il y a la variole. Bon, imagine, hein, mais bon, c'est que si t'imagines. Bon, imagine qu'on n'a pas les vaccins. Hein? Mais il y a pire, parce que la variole du singe, bon, visiblement, hein, imagine, il y a des terroristes qui font du bioterrorisme. Et là, il n'y a pas un mec qui arrive et fait mais ferme ta gueule, toi! Toi, tu rentres le beau, toi! Tu ne veux plus te voir, toi! Sur le plateau, là, t'es qui, toi? Ah, mais c'est dingue! Il n'y en a pas un qui peut lui foutre une énorme baffe dans sa gueule! C'est mal, la violence, je sais. Mais là, franchement, j'en peux plus de le voir.
Il a fait une interview chez Hugo Décrypte là, hier. L'interview qui sert à rien. Genre, bonjour. Le mec, il est tout content d'avoir Bill Gates sur son plateau. Mec, c'est un pote d'Epstein. Il est complètement taré. Sa femme a divorcé à cause de ça. Le mec qui travaille dans sa Gates Foundation sur les trucs de recherche bio, etc. Est le légataire testamentaire de Jeffrey Epstein. Allô ? Il n'y a personne pour lui balancer ça dans la gueule. Il est si fort que ça. Il a des milices, il a des tueurs. Il a le groupe Wagner qui a un autre nom à lui tout seul. Non mais c'est dingue. Qui veut faire le bourrin ? Je vois qu'il y en a qui sont chauds pour faire le bourrin. Tu fermes ta gueule, toi. Non, une tarte à la crème. Oh, je sais pas, mais qu'est-ce qui me saoule, putain. Non, le groupe Wagner, si vous connaissez pas, c'est un groupe de mercenaires adossé à l'État russe qui fait beaucoup de choses en Libye, au Mali, en Syrie également. Il y a un ancien de ce groupe Wagner qui a écrit un bouquin. Donc, ce sont des mercenaires, tout simplement, très cher payés par un oligarque proche de Poutine pour faire le sale boulot que l'armée russe ne veut pas faire. Voilà. Humour, hein, bien sûr, c'est de l'humour. Mais non, mais bien sûr. Sauf que eux, ils rigolent pas. C'est ça qui est super chiant, quoi. Ah putain. Ah oui, avec toute piqûre, on vous offre un pack Windows 12. J'en veux pas de ta merde. Je veux dire Windows, parce que non, vaccinez-vous. Ne déconnez pas. Sinon, attention. Hein. C'est YouTube qui a dit on censure tous les contenus qui sont pas en accord avec la science. Faux. Vous censurez à peu près tout et n'importe quoi, YouTube. Vous êtes vraiment de la merde. D'ailleurs, on est sur YouTube. Je vous adore. J'adore YouTube. Merci YouTube. Merci Google. Merci Google. Alors, il y a eu Davos la semaine dernière. Là, tu vas dire, oh non, pas Davos. Si. Alors, c'est pas Pichwap qui fait toujours la même chose. On va écrire le futur du monde. Avec des anciens nazis et des gens qui ont plein d'idées pour les enfants. J'ai dit quoi? Nazis? Nein. J'ai dit des amis. Des anciens amis et des gens qui ont plein d'idées pour les enfants, les travailleurs. Non mais c'est donc Davos se termine et Bilderberg commence. Et oui, c'était l'ouverture du sommet du Bilderberg à Washington. Alors, ils se font plus chier. Hein. Bilderberg, c'était en Suisse pour le premier. C'est le nom de la station balnéaire où ils ont fait ça la première fois. C'est Henri de Castres, qui est ancien patron d'AXA, qui préside aux destinées du groupe Bilderberg. Vous y retrouvez cette année dans les invités. Alors, c'est tout ce qui est dit reste entre les gens qui y sont. Ça s'appelle Chatham House Rules, c'est-à-dire que vous y venez en tant que personne simple, et par représentant de l'institution que vous représentez, ça c'est ce qui est écrit, et puis vous racontez toute la merde que vous voulez avec vos potes ultra riches, et tout ça reste entre vous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ce qu'on apprend sur le site du Bilderberg, parce que depuis quelques années, ils se dit quand même, ils commencent à nous regarder de près, faut pas trop qu'on déconne. Donc, ils publient la liste des invités et des sujets. Alors, on va parler les key topics for discussion this year are. Je vous les traduis. Hein. Donc, en 1, les réalignements géopolitiques. En 2, les challenges de l'OTAN. En 3, la Chine. Comme ça. En 4, le réalignement dans l'Indo-Pacifique. En 5, la compétition technologique entre la Chine et les États-Unis. En 6, la Russie. En 7, la continuité du gouvernement et de l'économie. La continuité du gouvernement et de l'économie. Les deux ensemble. Hein. Parce que bon, le gouvernement... Oui, enfin bon, bref. En 8, la disruption du système financier global. C'est-à-dire l'effondrement financier. Qu'on nous cache, mais vous allez voir, il y a quand même le patron d'une énorme boîte américaine, je ne sais plus, JP Morgan, qui a dit que l'ouragan arrivait, il va falloir se préparer. Alors Bruno, pour se préparer, il a fait une petite tente en papier, où il a mis Kiki le hamster dedans. Et Kiki le hamster va dire... Et l'ouragan arrive, Bruno. Et il fera, super, on va faire un chèque ouragan. Vous avez perdu votre maison, tiens, 15 €. 15 centimes d'euros, pardon, excusez-moi, je suis complètement déconné. 8, donc l'effondrement financier. En 9, la désinformation. Oui, parce que vous avez vous allez voir la liste des participants, vous allez comprendre pourquoi ils parlent de désinformation. En 10, la sécurité énergétique et la durabilité. En 11, la santé après la pandémie. En 12, la fragmentation des sociétés démocratiques. En 13, le commerce
et la déglobalisation. Alors c'est un terme, c'est la première fois que je l'entends, la déglobalisation. C'est à Bilderberg, donc vous allez l'entendre là, toute l'année dans The Economist, machin, etc. La déglobalisation. Et puis en 14, l'Ukraine quand même. Qui c'est qui a 1 milliard à donner à Zelensky ? Non ? Si ? 12 milliards ! Super. Et puis en 15, la revue de presse du Monde moderne. Alors je ne sais pas ce que ça fout là, mais c'est étonnant. Non, évidemment, ils ne vont pas parler de la revue de presse du Monde moderne. Et malheureusement, nous n'avons toujours pas d'oligarque qui nous file 1 milliard par jour. Ah non, me dites pas qu'il y a un bug. Non. Non, ça marche très bien. C'est vous qui avez un bug. Moi, je marche très bien. Kiki le hamster. Non, Kiki le hamster, il reste à Bercy. Hein. C'est lui qui fait un peu tout ce qui est stratégie politique, économique du pays. Alors non, ils parlent pas vraiment du climat. Ils en ont rien à battre. C'est là où tu vois les priorités du Bilderberg. Le climat, non. Non. Effondrement financier, oui. Chine, oui. Russie, oui. Désinformation, oui. Effondrement, oui, d'accord. C'est dingue. Alors, maintenant, je vais vous parler de gens qui sont au Bilderberg. Qui sont les invités de ce sommet dont on ne parle vraiment pas beaucoup dans la presse ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Alors, seulement ceux qui sont assez intéressants. Donc, on a quand même l'ancien chairman de la Deutsche Bank. On a le secrétaire adjoint du département du Trésor américain. On a le ministre européen des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez. On a bien sûr Peter Thiel, fondateur de Palantir, qui est l'homme qui voudrait que le transhumanisme devienne la règle et que la société de surveillance soit la loi. Voilà. On a The Atlantic, évidemment. On a des avocats, The Social Democrat Party. On a bien sûr Audrey Azoulay, française, qui est la directrice générale de l'UNESCO. On a bien sûr le département de la défense américain qui est là. On a bien sûr le patron de Goldman Sachs International, José Manuel Barroso, qui était anciennement à la tête de la Commission européenne. Voilà, tout va bien. On a une Française, Valérie Baudson, qui est la patronne d'Amundi. On a le patron de Shell, évidemment. On a Albert Bourla. Mais ça alors, c'est incroyable. Mais Albert, le patron de Pfizer, qu'est-ce qu'il fait là, dis donc ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est dingue. On a le directeur de la CIA quand même, c'est assez génial, qui s'appelle William Burns. On a un ministre irlandais des Affaires européennes. On a ensuite de l'asset management, en veux-tu, en voilà. Le National Security Council, bien sûr, le directeur de ça. Le ministère des Finances de l'Eurogroupe. Axel Springer, qui est des énormes boîtes conglomérats de news en Allemagne, qui s'appelle Matthias Döpfner, qui est là. Le directeur de la cybersécurité des infrastructures de l'agence de sécurité américaine, Jen Easterly. On a ensuite Bernard Rémier, un Français, qui est, attendez, je vous le donne en mille, le directeur général du ministère de la Défense. Voilà. On a, entre autres, Swiss Re, le chairman de Swiss Re, qui est le plus gros réassureur mondial, Sergio Ermotti. On a des chief editors, en veux-tu, en voilà. Le directeur du British Government Communication Headquarters. Donc tout est fait pour préparer déjà tous les narratifs, tous les récits qui vont nous être vendus par ces gens-là. C'est formidable. Alors, c'est bien sûr, il ne s'agit pas de conspiration, c'est des gens qui passent leur temps à être d'accord entre eux et à dire, bon, on règle nos montres. C'est Bioman, quoi. Et après, ils te balancent leur merde de manière coordonnée en disant, c'est comme ça, il n'y a pas d'alternative. C'est magnifique. Tu vois bien que là, ils n'ont pas invité des mecs de l'humanité. Voilà. On a bien sûr l'éditeur, le chief éditeur défense de The Economist, Palantir est là, Alex Karp, Kissinger Associate, Henry Kissinger est toujours là.
Henry Kissinger, le mec qui a fait tous les coups foireux des États-Unis durant ces 50 dernières années, c'est assez génial. On a ensuite... Je vous dis ceux qui sont vraiment intéressants, mais il y en a un paquet. Hein. Beaucoup de responsables d'affaires étrangères. On a le patron de l'intelligence artificielle de chez Facebook, Yann Lequin, un Français excellent, qui est là aussi pour expliquer un peu ce qui va se passer avec le métaverse. Alors, on investit ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça peut sauver la faillite de la finance mondiale? Je ne sais pas, on verra. Suncor Energy, BP, British Petroleum, elle a aussi, Volvo, Shopify, la première ministre de Finlande est là. Ah bah oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre avec les... Comment on fait? T'es prêt à prendre une bombe nucléaire sur la tête? Non? Bon, on va voir, on va s'arranger. Charles Michel, le président du Conseil européen. Vous savez, Charles Michel, c'est le Belge qui a la tête du chat de Philippe Gueluc, qui est là, qui disait, quand il était allé avec von der Leyen voir Erdogan, il s'assoit, puis elle reste debout. Il était... Ah merde, j'ai fait une bourde. Voilà, donc il est là. On a le roi des Netherlands, hein, voilà, le roi des Pays-Bas est là. Et pourquoi pas, hein, Helsinki Sonomat, beaucoup de journaux, Prisa Media également, Ryanair est là, le ministre grec de la Digital Governance. Ah, et si vous étiez la Grèce, un territoire d'essai du pass numérique, du pass de citoyenneté, hein, vous seriez d'accord? Ça dépend combien vous nous donnez. De toute façon, t'as pas le choix. Bon, d'accord alors. Non mais ça va être formidable. Total est là, un Patrick Pouyanné, le patron de Total est à Washington ces jours-ci au Bilderberg. Le Financial Times est là en grande pompe avec le Chief Foreign Affairs Commentator. Le secrétaire du commerce américain est là. Le responsable, le commissaire européen pour la justice Didier Reynders est là également. Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, est là également. Vous avez également l'Hudson Institute. Le vice-président de la Commission européenne est là. Ursula a dit non, ça va se voir si j'y vais. Hein, déjà que ça se voit quand je file des boules à neige à Albert Bourla, si en plus là on se fait un truc au Bilderberg, ça va commencer à se voir, les mecs vont dire non mais tu peux pas faire tout ça en même temps. Donc elle a envoyé son bras droit, le chairman de l'Atlantic Future Forum, pourquoi pas, des membres du Parlement européen polonais, un sénateur américain qui s'appelle, une sénatrice, Kirsten Sinema, avec un S et pas un C, le secrétaire général de l'OTAN, bah oui, le ministre belge de l'énergie, des responsables de l'intelligence artificielle, le directeur du National Security Council, Jake Sullivan, Tata, la boîte indienne incroyable, responsable des affaires stratégiques, Peter Thiel, je vous le disais, qui est un des pires de la Silicon Valley en termes de transhumanisme et de conneries au kilomètre, le chair des Foreign Affairs Committee de la House of Commons en Grande-Bretagne, Naftogaz également, Upstream, et puis des banques, GlaxoSmithKline, ASML Holding pour les Netherlands, et deux journalistes turcs. Voilà. Donc vous voyez que la pression est mise sur les Turcs dans l'OTAN, que la Grèce va jouer un rôle important dans peut-être des petites phases tests de passe citoyen ou de conneries comme ça, et que Bourla est bien sûr de la fête avec Pouyanné, l'énergie, et Peter Thiel, et bien sûr les marchés, l'effondrement des marchés. C'est quoi cette histoire de Grèce? Non. Alors, et Facebook, bien sûr, avec Yann Lequin sur l'intelligence artificielle de Facebook et les recherches en intelligence artificielle. Il manque simplement Dark Vador et Palpatine, c'est vrai, ils sont pas là. Pas de McKinsey, Accenture, non. Mais eux, de toute façon, la CIA est là, donc après, il y a une courroie de transmission directe. Je pense que c'est pas un problème qu'ils soient pas là, ça ira très vite. En tout cas, c'est ça, le monde transatlantique. C'est toujours les mêmes qui vont se rencontrer dans toujours des cercles clos. Là, vous n'avez pas de journalistes qui vont filmer, demander des déclarations. Il n'y aura pas de conférences de presse, de choses comme ça. Et derrière, vous avez cette petite musique qui infuse de gens d'accord qui sont en train de se mettre d'accord sur la suite des opérations, puisque c'est un effondrement mondial que nous vivons, mais il ne faut pas le dire.
Alors il y en a un qui le dit, c'est le maître de JP Morgan, mais globalement c'est un énorme bordel. Donc voilà, c'est formidable. Si vous ne connaissiez pas encore le Bilderberg, vous savez maintenant, toi-même tu sais, c'était avant Davos, et ça continue après, et c'est encore plus loin dans l'entre-soi de l'argent fou, du renseignement et du transatlantisme et du transhumanisme maintenant. Non, Yves Calvi n'y va pas, mais François Langlais, journaliste économique, y est allé déjà. Donc lui pourra vous en parler si vous lui demandez gentiment. Il n'en a jamais parlé vraiment. Et puis Palantir, bien sûr, renseignez-vous sur Palantir, c'est une société de renseignement en elle-même. C'est une société privée qui vend des logiciels espions, qui d'ailleurs avait réussi à avoir un contrat avec le ministère de la Défense. Donc là, on s'est dit non, ça va trop loin quand même. Mais on dit, ah oui, c'est vrai, Palantir, c'est pas malin en fait, c'est les États-Unis. Oui, c'est vrai. Donc vous voyez le pouvoir des États-Unis dans le nouvel ordre mondial, ou l'ordre mondial tout simplement, il est là, il est dans ces think tanks, dans ces courroies de transmission transatlantiques, où chacun vient pour se dire on est d'accord, on est du même camp, tout va très bien. Voilà. Beaucoup de journalistes turcs, de The Economist, des gens du groupe Axel Springer, qui est un groupe énorme. Donc il y a pas mal de journalistes. Voilà. Ici, c'est la revue de presse du monde moderne, pas de Bilderberg du monde moderne, pas de rendez-vous. J'espère qu'on aura des apéros du monde moderne, des trucs un peu plus cool, un peu plus zen. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager le lien de cette revue de presse et à vous informer, parce que c'est important finalement. C'est difficile d'avoir accès à l'information. On a tellement d'informations qu'on ne va pas avoir forcément l'information essentielle qui est quand même ce sommet du Bilderberg après Davos. Tout le monde s'en fout en disant mais non, c'est pas grave, on vient juste discuter avec le patron de la CIA et le patron de Pfizer. Il n'y a rien, ça joue. J'ai un ticket pour rentrer au Stade de France. Bon beau poivre. Voilà. Donc le fait que Bruno Le Maire dise que non, tout va bien se passer, c'est que ça va pas bien se passer. Ça va pas super se passer. Allez, ciao le Bilderberg. Hop. Des pâtes, oui. Attendez. Ah oui, les salariés d'Orpea ne veulent pas payer les pots cassés. On passe maintenant... Ah ouais. Oh là là, mais j'ai oublié plein de trucs, moi. Ouais, ça, Renaissance, on s'en fout. Oui, les salariés d'Orpea, figurez-vous qu'ils n'auront pas de prime. Une prime de 750 €, le non-versement de la prime d'intéressement, puisque Orpea doit provisionner pour les procès qui vont venir. Les actionnaires ne sont pas contents, les salariés d'Orpea, premier perdant. C'est la maltraitance à tous les étages. C'est à la fois si tu es chez Orpea et que tu y bosses, tu es maltraité. Si tu y es et que tu dois être soigné, tu es maltraité. Bref, c'est un scandale ce truc. Donc là, les syndicats sont en grève en disant non, ça suffit, merde. On a besoin de cette prime, on est déjà sous-payé, donc merde. Voilà, je ne sais pas où ça va, mais c'est quand même un beau scandale, cette maltraitance institutionnelle. Et puis regardez, c'était le jubilé des 70 ans de règne de la reine. Pas ses 70 ans de règne. Elle est là depuis 70 ans au pouvoir, elle a connu tous les présidents de la 5e. Elle a connu tous les premiers ministres, tout le monde, elle connaît tout le monde. Elle est là, regardez. Alors il n'y a pas Pedro Royal, le prince Andrew n'est pas là, évidemment, il est cancel de toutes les photos. Il n'y a pas non plus l'autre, là, le rouquin qui s'est barré aux États-Unis avec sa meuf, parce que voilà, non, ils sont racistes à la cour, donc je me barre. Mais il y a les autres, voilà. Et donc c'est une photo, voilà, c'est ce qu'on appelle le parasitisme. C'est des gens qui se déguisent, qui font coucou à un balcon et qui coûtent très cher à la société. Après, les Anglais adorent. Tu peux pas leur enlever ça, ils adorent leur reine, c'est un truc, même moi je discutais avec eux, il y a des républicains en Grande-Bretagne qui voudraient en finir avec la monarchie, mais la plupart des Anglais trouvent ça cool, c'est un peu, ouais, tu sais, c'est une coutume. Ouais, enfin, c'est pas mais l'excision aussi, c'était une coutume, on va peut-être arrêter. Donc ils sont contents, donc de temps en temps ils se déguisent et puis ils font coucou avec toutes leurs breloques là, et ils repartent tranquilles, faire des vacances en Espagne, à droite à gauche, ou des chasses en Afrique. Ça s'appelle la royauté. C'est génial. Alors, elle va mal, la reine. Elle ira pas chez Orpea, rassurez-vous. Mais elle ira même pas à la messe là, pour son jubilé à cause d'un inconfort. Mais elle a quand même réussi à aller sur le balcon avec une petite canne pour faire coucou dans une robe bleu ciel. Donc voilà, tout s'est bien passé avec les avions dans le ciel. Et puis alors, les Français étaient au
taquet. Hier, si tu allumais la télé, tu as l'impression que c'était la Grande-Bretagne ici. Hein. C'est « Oh, qu'est-ce qu'elle est fantastique, c'est quand même machin. » Alors, les nécros sont prêts depuis déjà 10 ans, hein, donc c'est remis à jour quotidiennement. Ils sont prêts, là, attention. Et puis alors, quand on va y avoir l'enterrement de la reine, aïe, aïe, aïe. C'est pareil, moi je pars en vacances, hein. Je fais pas de revue de presse. Hein. J'en ai quasiment pas parlé hier parce que ça m'a saoulé. J'en parle un peu ce matin parce qu'il y a les photos et voilà. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui sont ces gens qu'on paye à rien foutre? Et pourquoi sont-ils là? Quels sont leurs réseaux? Alors, ils servent pas à rien. Le prince Charles, par exemple, il fait beaucoup pour les vétérans. Il va voir les anciens combattants, etc. Il a fait aussi pour le climat. Il a écrit des petits carnets. Hein. Il est très, très écolo, le prince Charles. Les Anglais s'en tamponnent? Non, ils s'en tamponnent pas. Il y en a qui s'en tamponnent, mais il y en a qui aiment vraiment ça. Parce que derrière, c'est tout un système. Hein. Ça tient le truc, quoi. Mais voilà. C'est un symbole unificateur quelque part. Oui, mais tu peux mettre un tabouret en disant ce tabouret a connu le cul de Henri IV. Hein, il a connu le cul de tous les rois jusqu'à connaître la tête de Louis XVI. Ce tabouret est formidable. Ce tabouret, c'est l'union nationale. Il fait le lien, le trait d'union entre la monarchie et la République. Ce tabouret est formidable. Et tous les ans, tu fous le tabouret sur un balcon avec un mec qui fait coucou à la place, tu vois, comme ça. Et je me dis, mais c'est un énorme symbole d'unification nationale. Et le tabouret, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de prendre l'avion, le bateau pour aller faire coucou aux quatre coins du monde. Il n'a pas besoin de faire des safaris, hein. Il n'a pas besoin non plus de prendre des vacances. Il n'a pas besoin d'autant d'argent pour s'habiller avec autant de médailles et de trucs. Tu peux lui mettre une couronne si des fois tu as envie que le tabouret ait une couronne. Mais moi, je pense que le tabouret, ça pourrait être un beau symbole d'unification nationale. Voilà, donc c'est tout à fait possible d'avoir un tabouret qui fait l'union. Hein. Alors après le tabouret, évidemment, il y a des coûts, hein, il faut quand même l'entretenir. C'est un tabouret qui a plusieurs centaines d'années. De temps en temps, il faut un peu rempailler le tabouret. Il y a des taches, on ne sait pas. Hein, donc on nettoie un peu le tabouret. Parfois on l'habille. Et puis voilà, c'est utile au moins. Hein. Parfois, et chaque nouveau président doit poser son cul sur le tabouret de l'unification nationale. Comme ça, il a reconnu le cul de tous les responsables politiques de ce pays. Et voilà, tu te dis, voilà, quoi de mieux qu'un mec qui a connu le cul de tous les responsables politiques voilà, ça c'est l'unité nationale. Faut que j'aille chez le coiffeur. C'est surfait. Non, je pense que je vais laisser pousser. Au point où on en est, hein, déjà je fais un effort de mettre une veste, mais enfin voilà. Et puis regardez, ça marche. Hein. Je peux faire. Regardez. Attendez. Imaginez-moi avec un petit truc là. Voilà. Vous êtes content? Vous avez votre tabouret, votre unification nationale? Ah putain, une banane? Non, ça prend du temps quand même. Pas assez de breloques? Non, c'est vrai, faudrait que je me trouve un déguisement. Fais des tresses comme personne. Ah ouais, ce serait pas mal. Le côté viking et gaulois. Vive le roi, vive l'empereur. Bon. Tu mets une veste alors que tu es en slip comme 80% des streamers influenceurs? Absolument. Pas en slip mais en Bermuda, c'est vrai, j'avoue. Mais ça c'est les dessous de... C'est comme ça que ça... Monte ton cul comme un morant. Alors, Alex 4483, ça, si vous êtes demain dans les parages, demain nous sommes samedi, eh bien samedi ça rime avec... Il n'y en a pas un qui suit ou quoi? Jacuzzi, évidemment. Demain, c'est enfin le jacuzzi que nous vous avions promis parce que vous êtes plus de 1000 chaque matin. Maintenant, bien sûr, notre but, c'est que vous soyez plus de 1500 chaque matin. Donc on va faire, voilà, les mecs partagent amourante, putain. C'est la meuf qui monte son cul dans une piscine gonflable et qui marque le nom des mecs qui s'abonnent sur un petit tableau. Donc demain, Antoine et moi, on va faire la même chose dans un jacuzzi. Alors j'ai pas encore l'heure. Restez aux aguets, hein, parce qu'on aime bien vous prendre comme ça par surprise. Et Antoine va dévoiler son Brazilian butt lift qu'il est allé faire en Turquie. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et éloignez les enfants
enfants de l'écran, ça risque quand même d'être assez torride. Donc ce sera demain. Aujourd'hui, je vais péter le Bermuda si vous voulez. Attendez. Voilà, c'est proprement scandaleux. En tout cas, demain, ce sera le jacuzzi, bande de tarés. Voilà. Et si vous êtes plus de 1500 chaque matin, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va faire un sacré truc. C'est un métier de dingue. C'est un métier de dingue. Mais ça vous rend dingue en plus. Là, les commentaires et tout. Et claquez des points de chaîne. Hein. Allez-y, abonnez-vous. C'est délirant. C'est le moment ou jamais. Cette chaîne doit exploser sur Twitch. Hein. Je ne comprends pas qu'on n'en soit que là. Ah, c'est peut-être à cause de ma coupe de cheveux, hein, Marc. Ah là là. Chômeur journaliste, c'est ça. Et le coiffeur à Barcelone, il est très bien. Lequel ? Tu es fou. Non, ça va. Non, je pense que c'est ce monde qui est fou. Donc, l'accompagner en faisant le clown, c'est pas si pire. Chienne de vie. Ah, regardez, voilà Maggie. Non, ce matin, c'est quand même une bonne édition, quoi. La chemise... mais il fait chaud sous la veste, hein, sinon, c'est pas possible. Hein. Maggie, alors elle a... Comme il y a plein d'oiseaux, plein de trucs, maintenant, elle miaule, elle les regarde de loin, mais elle bouge pas. Elle est plus toute jeune. Du coup, elle cherche même pas à les choper. C'est assez cool. Du coup, elle est zen. C'est sa bulle zen. Voilà, c'est la petite retraite de chat à la campagne. C'est pas mal. Mais il est 10h, je vois, et on n'a pas beaucoup avancé dans la revue de presse quand même. Elle est super. Ah bah elle est super cool. Elle a jamais été aussi cool. Hein. C'est un truc de dingue. Elle est vieille. Elle est pas toute jeune, j'ai dit. C'est pas voilà. Maggie en Bermuda, elle a pas besoin de ça. C'est beau les chats. Ils ont besoin de pas grand chose, hein, qu'un peu de croquettes et puis voilà. Des pâtes, oui, mais françaises et responsables. Panzani. Qui absorbe 30% de la production de blé quand même hein, de l'Hexagone, a lancé une filière blé responsable et français. Super, donc c'est une page de pub dans le Parisien. Et puis dans le Parisien, haro sur la vapoteuse. Alors vous êtes peut-être nombreux à vapoter. Vous savez, c'est cette petite centrale thermique que vous avez dans la bouche qui sent le citron, le caramel, la vanille ou je sais pas quoi. Eh bien, 32 pays ont supprimé ou du moins dit qu'il fallait arrêter avec la vapote, puisque c'était extrêmement addictif. Donc petit problème de vapotage. Il faudra désormais vous assurer de la législation en vigueur dans le pays de votre destination. Mardi, le Mexique est devenu le 32e pays, selon l'OMS, à interdire la vente de cigarettes électroniques, soit en tout l'équivalent de 2,4 milliards d'habitants. Certains pays proscrivent même la détention, la distribution ou l'usage d'arômes. C'est le cas de la Gambie, l'Inde, la Finlande, de ces e-cigarettes et liquides de recharge. 111 pays ont mis en place des mesures restrictives ou sanitaires, selon le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme. C'était publié en 2021. Alors, c'est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteuses, sont une alternative aux cigarettes, a annoncé le président mexicain Obrador, estimant qu'elles étaient mauvaises pour la santé, une motivation sanitaire qu'avance un grand nombre de pays comme l'Argentine. Un produit de remplacement de la cigarette qui concentre aussi de la nicotine et présente des risques pour la santé, prévenait l'agence de santé du pays. L'Égypte s'inquiète sur les effets à long terme. Alors, certes, cette cigarette de vapotage est moins toxique, mais elle est addictive. Il y a eu plusieurs recherches ces 15 dernières années, et donc on a quand même des premières indications, on a du recul, et donc c'est pas anodin pour la santé, la vapote, loin de là. Les liquides de cigarettes électroniques sont moins toxiques qu'une cigarette. On n'y retrouve pas les 4000 substances chimiques et la cinquantaine de molécules cancérigènes dans une cigarette. Ouf, bah dis donc, c'est déjà bien. Le Cambodge invoque l'aspect ludique et attractif pour les plus jeunes qui se mettraient à vapoter pour en interdire la vente. Aux États-Unis, les vapoteurs sont plus jeunes que les fumeurs.
Alors qu'on vapote plus jeune là-bas. Et donc, les politiques publiques, voilà, donc ça dépend un peu des pays. Des pays liés à l'économie du tabac comme le Liban peuvent restreindre le vapotage pour défendre leurs intérêts. Fumer de la clope plutôt que de la vapote, voilà. Puisqu'il y a une industrie avec une énorme stratégie marketing. Si vous ne connaissez pas, il faut lire, alors je ne sais plus quel est ce bouquin qui raconte la stratégie de lobby des cigarettiers, qui expliquait dans les années 50 que c'était bon pour la santé de fumer des cigarettes et qui avait pipoté des études pour, en payant grassement des scientifiques, c'est la science, pour dire que c'était bon pour la santé alors que ça refilait le cancer. Voilà. Alors, là où on vapote, où on fume beaucoup, c'est un des outils principaux pour l'arrêt du tabac. Vapoter reste interdit dans un certain nombre de lieux publics ou au travail, interdit à la vente au moins de 18 ans, ça c'est en France. Le packaging n'est pas neutre, la publicité est interdite et il y a 5% de Français qui vapotent. Voilà. On va continuer sur la santé. Du Tropico roulé avec un filtre, ouais, c'est un truc de dingue. Fumer du tang, non. Oui, enfin, Bajned Antidote, merci pour le renouvellement de l'abonnement. Fumer non, fumer ça fait pas grand chose. Propaganda d'Edouard Bernays, bien sûr, pour comprendre comment ça fonctionne. Avec de l'argent, on fait gober n'importe quoi aux humains, c'est super bien fait. C'est vrai que c'est pas top. Anorexie, boulimie, l'autre épidémie, c'est la une de Libération, où on apprend que, oh misère, les troubles alimentaires, les confinements ont fait des ravages. Et oui, confinés, certains sportifs se sont mis à avaler tout ce qu'il y avait dans le frigo, des kilos de glace, des carottes, ils ont pris 20 kilos. Le mode de vie sédentaire était terrible. L'angoisse aussi existentielle a fait que on se met soit à être boulimique, soit anorexique, et ça de plus en plus jeune, alors que le type de patient type est une ado ou une femme, on est confronté de plus en plus à des adultes, des hommes, mais surtout des enfants très jeunes. Voilà, à Sainte-Anne, Philippe Gorwood, chef de la clinique des maladies mentales. Donc les gamins ont été ravagés par les politiques de santé publique liées au Covid. Merci McKinsey, merci pour les confinements, merci monsieur déconfinement Jean Castex, merci pour toute cette angoisse, pour toute ce mal-être finalement, pour toute cette mauvaise santé que vous nous avez imposée avec des mesures de restriction permanentes pour un virus qu'on connaît maintenant. Je ne sais pas quoi dire à part merci. merci pour tout. Donc voilà. Je pense que c'est mieux d'écouter la revue de presse tous les matins que d'écouter BFM, ne serait-ce que pour éviter de devenir boulimique ou anorexique, parce que il suffit de ne pas prendre tout ça trop au sérieux quand on peut le faire. Je ne dis pas que c'est tout le temps facile, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Anat Véro, oh, mais tu peux laisser Sanat Véro du jeûne intermittent, pas de l'anorexie, ça va, on peut laisser les trucs comme ça. Parce que la modération est hardcore ce matin, Nat Véro est au taquet. Merci Nat Véro pour la modération, mais laisse passer les trucs. Je me suis mise à ne faire quasi que le marché. Oui, c'est bien. Manger des légumes, c'est bien. Cuisinez vous-même aussi si vous pouvez. Alors je sais, ça demande du temps, c'est pas évident. Mais c'est quand même important de bien manger. Picolez pas trop non plus. Je sais qu'on fait un peu l'apologie comme ça de la boisson dionysiaque, le vin notamment, mais avec modération. Toujours. Déconnez pas. Ah ouais, Nat, elle est au taquet, c'est clair. Et il y a du taf. Bravo au modo. On peut dire bravo au modo, merci. Et merci d'être là. Le jardin, c'est mieux. Sans vapoter, sans cloper, c'est encore mieux. Et qui a dit qu'il fallait pas tuer? Bah oui, qu'il fallait mettre un masque pour pas tuer papy-mamie. Non mais bien sûr, Deray, c'est le docteur Deray. Il va tuer papy-mamie s'il met pas ce petit masque. Ah là là, quand même, on a vécu. Non mais ce qu'on vit depuis 2 ans est délirant. Et c'est que le début en fait. Là, on rentre dans le 21e siècle qui va être un énorme délire. Je crois que ce qui va ressortir du Bilderberg, ça va être, mais là, on n'est pas prêt. Vous vous rendez pas compte. Je crois que les mecs, c'est des mecs, il faut qu'ils arrêtent en fait de faire chier le monde. Mais c'est leur métier, donc ils peuvent pas. Mais je fais quoi moi après? C'est compliqué. Quoi, il faut encore que je fasse Nicolas Sarkozy? J'ai oublié qui c'était. On n'entend plus beaucoup ces jours-ci. Non.
Non, il s'est quand même bien foiré. Hein. Il voulait emmener quand même plein de mecs de chez LR chez Macron et les mecs ont dit non, laisse tomber. On reste où on est bien. On est bien, ils savent pas où ils sont, hein. C'est LR en même temps. C'est compliqué la politique, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Voilà, donc courage aux familles d'ados, d'enfants qui sont dans des troubles alimentaires, c'est terrible, c'est très dur d'en sortir aussi. Et savoir que c'est sans doute lié à cette gestion de crise Covid, c'est encore plus frustrant et dégueulasse. Merci pour l'abonnement. Mais d'ailleurs, avant, on avait un petit truc quand vous vous abonniez, et puis faut que je remette tout ça. Fais-nous Papy Schwab, s'il te plaît. Non mais, c'est pas comme... Non mais, je l'ai fait tout à l'heure. Faut suivre la revue de presse hein, de A à Z. Hein, même si ça dure 3 heures. Hein. Et puis, il y a des moments incroyables. Après, non, je déconne, mais... Le 22e siècle, c'est vrai. Phobie sociale, phobie scolaire, absolument, ça aussi. Les jeunes ont vraiment pris cher à cause de ces confinements à répétition. C'était assez dingue. Alors, ça c'est une image qu'on aimerait voir plus souvent. C'est des gens en Chine qui ont eu le droit de sortir de chez eux. Ça faisait longtemps. Ouh là là. Et du coup, alors, ils sont quand même pas super contents. Faut que je retrouve l'article. Juste une petite seconde. C'est dans Libération, hein, tout ça. Alors, hop. À Shanghai. Après le confinement, l'occasion départ. Mais les habitants de Shanghai ont été traumatisés par le confinement très strict hein, qui leur a été imposé durant 2 mois et qui a été allégé depuis mercredi. Donc ils sont nombreux à sortir, heureusement, mais ils sont aussi nombreux à vouloir se barrer. Tout simplement. Et les restrictions de sortie du territoire inquiètent l'élite économique et intellectuelle chinoise. Le discours officiel était différent de ce qu'on voyait. On était comme enfermés dans une boîte noire, dit une habitante. Ce qui s'est passé a été ahurissant. Je ne sais pas si vous vous rappelez les scènes de mecs habillés en tenue NBC qui allaient chercher les mecs chez eux parce qu'ils n'avaient pas dit qu'ils avaient le Covid, que les voisins les avaient dénoncés. Des mecs qui mouraient de faim chez eux parce que l'approvisionnement se faisait par l'armée. Enfin, c'est le pire de la Chine qui a été montré à Shanghai pendant ces 2 mois. Les habitants, eux, sont battus, ont montré ce qui se passait. Les autorités ont censuré sur les réseaux sociaux les vidéos qui montraient la réalité de ce confinement débile. La colère est là, de toute façon. Il y avait eu un montage audio anonyme qui compilait les moments forts du confinement. Les autorités ne se sont pas occupées des gens. Ils n'ont eu peur que de perdre la face en reconnaissant que leur politique de zéro Covid ne fonctionnait pas. Plein d'habitants sont maintenant en train de chercher à se barrer de Shanghai et de Chine. Je suis déçu par ce régime, je veux quitter la ville et le pays, même si pour ça je dois m'éloigner de mes parents. Ça ne signifie pas que je ne reviendrai pas, mais je me dis que c'est l'occasion de trouver une vie meilleure ailleurs. Et c'est assez terrible parce que vous avez aussi pas mal de Français qui veulent se barrer de France depuis que Macron a été réélu. Et on sait très bien que la folie Covid n'est pas finie. Qu'ils vont nous trouver une autre connerie. Et c'est vrai que tout le monde cherche à se barrer dans un pays où ça se passerait bien. Mais quel pays ? Où est-ce que ça va bien se passer, en fait ? La question, c'est ça. Tu te dis, mais c'est dingue. Se barrer d'Europe, mais tu vas où, en fait ? Il va se passer... quel est le pays idéal ? Moi, je veux bien. Alors, on fait un vote. Où est-ce qu'il faut aller ? Cuba ? Ouais. L'Islande ? Le Panama ? Cuba, ok. Cuba, on nous dit venez à Cuba, ok. La Suède, la Suisse, l'Estonie. L'Estonie, mais t'es pas fou. L'Estonie, ils ont déjà leur truc de digital. Je connais bien l'Estonie, c'est tout petit en plus. La Suisse, la Papouasie, la Nouvelle-Zélande, n'importe quoi. La Russie, Cuba revient. Costa Rica aussi. Monaco, c'est pas un pays, Monaco, c'est une ville. C'est une ville d'ailleurs française. Faut arrêter avec les conneries. Jacuzziland, le Venezuela. Taïwan, mais bon, c'est un peu risqué, je m'étonne. Le Groenland, le Brunei, la Russie, Andorre, la Suède. Je suis bien chez moi, bravo Gaël Fredouille, bravo. Les Seychelles, chez moi en Turquie, le Mondistan du Groenland, ouais. En Chine, mais à la campagne, Chili, Jersey, Afrique, Hongrie, l'île d'Epstein, l'Estonie, la Tunisie, bientôt sur Mars, la Lune, ouais. Une île déserte, l'Australie, le Japon, le Portugal, l'Iran, le Costa Rica, loin,
La Lune qui revient encore sur mon balcon, la Serbie, la Suisse, l'Autriche, le Portugal, Gibraltar, Saint-Pierre et Miquelon, la Mongolie, le UK, le Boukistan, la Corée du Nord, la Lune, Jersey, en bonne idée en fait, nous dit-on, Thaïlande, Alaska, Maroc, sous l'eau, dans ton jardin, Tahiti, Texas. Je sais, vous voyez, finalement, il n'y a pas, tu dis... la Lune, c'est pas mal, il n'y a pas d'oxygène. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle entreprise qui va faire des nouvelles combinaisons des futurs astronautes qui vont aller sous la Lune, qui s'est prévu pour 2025 apparemment. Nouvelle mission lunaire. Au Modernistan. Ouais, c'est pas mal le Modernistan. Dans mon jardin. Ouais, c'est pas mal. La Drôme, c'est bien aussi, mais il faudrait que la Drôme devienne une principauté indépendante. Il faudrait déclarer l'indépendance de cette province, tu vois. C'est jouable, hein. Je pense que vous avez des indépendantistes un peu partout, donc il suffit de jouer un peu. Et la Corse, non ? Ah, la Corse, voilà, merci Frankie Snow, la Corse. Le monde virtuel de Facebook, c'est jamais de la vie. La France. Bon, donc, ouais, on est... bon, Shanghai, c'est quand même compliqué. Et puis, Dominique Ray, vous allez me dire, c'est un nom tout trouvé hein, pour un évêque réac. Non, monsieur Ray... dans le collimateur du Vatican, pas parce qu'il s'appellerait, non, c'est parce qu'il est trop réac. Et là, il devait ordonner plein de nouveaux prêtres, hein, ultra réac comme lui, masculinistes, machin. Enfin, et là, le pape François a dit non. Tu t'arrêtes tes conneries maintenant, tu deviens... Et j'en parle parce qu'on a l'impression que l'Église, tout ça, il n'y a plus que des petites vieilles qui y vont de temps en temps. Non, c'est encore une force assez importante dans la société, structurante et internationale. C'est la première world company, hein, l'Église catholique. Et ils ont géré d'une main de maître hein, la colonisation, enfin toute la façon dont ils ont réussi à thermoformer les opinions avec le livre, hein, la Bible. C'est incroyable. Donc tu vends des idées hein, et c'est un peu McKinsey avant l'heure. Hein, c'est formidable avec des consultants qui sont des prêtres hein, qui prenaient bien sûr tous les témoignages enfin, quand elle est à confesse, hein, etc. Et là, il y a une lutte intestine hein, au-delà des orgies au Vatican entre les traditionalistes et puis le courant du pape François, hein, ceux qui aiment bien la modernité. Alors la modernité, la post-modernité, c'est-à-dire faut vivre avec son temps, en gros. Hein, donc oui, les capotes, tout ça, oui, pas trop, mais un peu quand même. Voilà. Alors que tu en as qui sont non, c'est comme ça. Un peu comme dans toutes les religions, tu as les ultras et puis tu as ceux qui... C'est une tradition, c'est comme la reine, on s'en fout mais on fait quelque chose avec. Enfin voilà. Moi j'ai rien contre les croyances, hein. Mais par contre l'organisation des religions, je trouve que c'est quand même un truc qui ressemble très fort à une entreprise. Hein. Voilà. Le petit train de l'amour, n'hésitez pas, oui si vous vous abonnez, on va encore avoir le petit train de la hype, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Vous me faites marrer, merci. Qu'est-ce qu'il a dit, bâtard de droite? J'arrive pas à lire. Les gens ne comprennent pas ça. Le Vatican rend l'argent, bah ça c'est loin. Ils ont tout inventé, bien sûr, bien sûr. Confesse, l'évêque Ray vous prend à confesse. Oh, c'est assez malin, hein, c'est malin. Bon, bah oui, bah c'est comme ça quand même. C'est assez... Merci Save the Day. Vous êtes nombreux à envoyer des bits ce matin. Je ne sais pas si c'est parce que je parle de l'évêque Ray. En tout cas, super. Merci par curiosité. Bonjour les gens d'ici. 5 mois d'abonnement. Merci à vous. Qui parlait d'Arabie Saoudite pour immigrer. Ah, c'est pas mal. Bon, si vous voulez aussi vous confesser, je peux aussi hein, prendre vos confessions si vous voulez et vous absoudre. Il n'y a aucun problème. Hein, si vous voulez. Alors, l'Église, oui, mais ce n'est pas les seuls. Enfin, dès que tu as une organisation humaine, avec des liens de hiérarchie où en plus tu gères des enfants, ça se passe très mal. Si tu n'as pas un encadrement sévère qui permet de mettre l'alerte rouge et de foutre en prison les pédos directs. Mais le problème voilà, de ces religions du livre, c'est qu'elles ont petit à petit enlevé toutes les autres croyances, hein, le polythéisme, les naturalismes, la façon aussi de penser que oui, bien sûr, l'invisible est plus grand que le visible et le sensoriel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut croire à ce qui est écrit dans tous ces livres. Enfin, vous pouvez, hein, c'est votre droit, mais laissez les gens croire ce qu'ils veulent finalement. Tout le monde croit n'importe quoi, alors il y en a qui croient que Emmanuel Macron c'est un grand président. Ah, c'est leur droit. Mais c'est aussi un devoir.
Oh, regardez, un pingouin. Et oui, c'est un pingouin dessiné sur les parois de la grotte Cosquer qui a été découverte à Marseille, dans les Calanques, dans les années 80 par un spéléologue qui a ensuite dit sa découverte aux autorités après la mort de 3 autres spéléologues qui ont essayé d'y aller alors que c'était pas vraiment balisé. Maintenant, le lieu est fermé et Marseille va ouvrir dans les jours qui viennent une réplique de cette grotte avec les dessins qui datent de plus de 30 000 ans par les hommes de l'Aurignacien. Incroyable grotte. J'ai visité la grotte Chauvet il n'y a pas longtemps. C'est formidable. C'est une réplique également qui est faite. T'as l'impression d'être vraiment dans la grotte et tu vois la reproduction des dessins puisque la grotte est fermée pour des raisons de conservation. Plus de 36 000 ans avant nous, les dessins étaient formidables. Des animaux, des lions, des mammouths laineux, des rhinocéros laineux, des pingouins. Il faisait froid à l'époque. Il faisait très froid. Et pourtant on a survécu. On s'est démerdé. Alors il disait, il n'y avait pas Greta qui disait "Oh dare you" dessiner des mammouths lainus sur les parois de la caverne. C'était tout simplement comme ça que ça se passait. Il n'y a pas des dessins des éléphants du PS, non. Mais c'est fou de voir ces hommes d'il y a 36 000 ans qui nous ressemblaient. Pour le coup, le Laurignacien, c'est nous. Mais la préhistoire, c'est avant la trace écrite, et les seules traces écrites qu'ils ont laissées, c'est ces dessins. Et l'importance du dessin, alors sans doute cérémonie chamanique, on ne sait vraiment pas à quoi ça servait, vraiment. Il y a plein de théories des préhistoriens, mais aucune théorie ne peut être vérifiée, vu qu'il n'y a rien d'écrit. Ce temps-là, quand même, qui est la plus longue histoire de l'humain, la préhistoire. Nous, on parle, imaginez, Jésus, c'était il y a 2000 ans. Les Égyptiens, les dieux égyptiens n'ont survécu que 6000 ans. Aujourd'hui, nos dieux à nous, argent et autres, ne survivront pas longtemps non plus. J'imagine 6000 ans, 7000 ans, c'est à peu près ce qui tient. Là, on parle d'une époque où d'ailleurs les humains, puisqu'il y avait plusieurs lignées humaines qui coexistaient, ont tenu comme ça pendant super longtemps en bouffant des bouts d'animaux qui chassaient difficilement avec des petites torches et des dessins qu'ils faisaient comme ça. Ils dessinaient pas d'insectes, ils dessinaient rarement des hommes ou des femmes, très peu de représentation d'humains, et ils dessinaient des animaux, c'est très peu d'oiseaux, quasiment pas. Jamais de poisson. Vous verrez jamais un poisson dessiné sur une caverne. Je pense qu'ils s'identifiaient pas vraiment dans les cérémonies chamaniques aux poissons, mais c'était des animaux imposants. J'ai dit rhinocéros, mammouth, antilope, chevaux évidemment. Chat non plus, il n'y avait pas. Il y avait des tigres à dents de sabre, mais c'est plutôt pas mal. Alors c'était pas forcément pour apprendre la chasse, non. Je vous dis, il y a plusieurs théories et honnêtement, ils savent pas vraiment. C'est voilà, la caverne des nageurs, c'est celle-là même à Marseille. Si vous y êtes, allez y jeter un œil. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et oui, c'est conservé aussi longtemps parce que soit les grottes ont été bouchées par des effondrements, des éboulements, donc personne n'y a eu accès, soit la montée des eaux a fait qu'il y a un siphon qui fait que pour la trouver, il faut plonger assez profond et trouver le coin où ça s'ouvre. Voilà. C'est vrai que mes cheveux, c'est pas possible. Nous, on aura des streams. Les archéologues du futur vont tomber sur le stream de Amourance. Ils vont faire « Oh putain !» Bédi, oh. Voilà. C'était le moment culture du monde moderne. Et puis dans le Figaro, face à la guerre de Poutine, la société russe est divisée entre résilience et déni de la réalité. Ça reste quand même un soutien massif à Poutine, plus de 70% dans cette guerre qui commence à durer un peu trop quand même pour les Russes. Bien sûr, l'opinion publique appuie l'intervention, mais si jamais la guerre durait, la normalité de façade pourrait se lézarder. Et Poutine pourrait commencer à perdre le soutien de sa population, sachant que le nombre de morts commence à devenir important et les résultats peinent à venir, puisque je pense qu'à la base Poutine tablait sur une guerre flash, comme le rapport flash de Macron pour l'hôpital. C'est un rapport flash. Comme Poutine voulait faire une guerre flash, voilà. Et puis ça a pas marché, puisque l'OTAN a filé plein d'armes. Zelensky est resté, au lieu de partir, il s'est déguisé avec son petit t-shirt vert et tout. Et du coup, la guerre dure. Et en Russie, les sanctions, alors, ne font rien. Pour le moment, le niveau de vie des Russes n'a pas changé, même si une inflation les menace, et une inflation énorme de plus de 30%.
Il y a donc au quotidien, les Russes se plaignent pas. Finalement, il n'y a pas un changement de vie à cause des sanctions que nous leur imposons. Nous, quand je dis nous, c'est nos dirigeants européens, sachant qu'on va payer le pétrole 5 € si ça continue comme ça, et tout va très bien. 5 € le litre d'essence, pardon, pas le pétrole. Le pétrole, je sais pas combien on le paye, mais globalement, tout ça va très mal se passer. D'ailleurs, je pense qu'ils en parlent au Bilderberg en ce moment même à Washington. Et tout ça est prévu. C'est formidable. Ça va très mal se passer, mais c'est prévu. Non, ils n'avaient pas prévu que l'OTAN sacrifierait les Ukrainiens en leur disant « Allez-y, battez-vous, battez-vous ». Mais ça fonctionne. Alors ça fonctionne, là les Ukrainiens commencent aussi à en avoir ras-le-bol. D'ailleurs, la majorité présidentielle de Zelensky, on n'en parle pas beaucoup, a viré quand même le responsable des droits de l'homme du Parlement ukrainien. C'était le 31 mai. Zelensky avait promis de rapatrier tous les combattants d'Azovstal. Apparemment, c'est plus de 8000 prisonniers de guerre. À Azovstal, on parle de 2000. Ceux-là sont prisonniers des Russes. Et l'idée d'échange de prisonniers commence à faire son chemin. Mais c'est compliqué. Et on voit bien que les promesses de Zelensky n'engagent que lui. Ça commence aussi à craquer côté ukrainien. Mais il ne faut pas le dire non plus. Parce que voilà, sinon, attention, c'est de la désinformation, tout ça. Mais comme la guerre, l'information prend cher. Et généralement, tu n'as plus que de la censure et de la propagande. Pour avoir l'information, c'est difficile, mais je tiens à saluer le travail de Vincent Herouet au Figaro, envoyé spécial, qui arrive quand même à faire un boulot assez honnête de journaliste, et ça mérite d'être souligné par les temps qui courent. Et puis l'année 2022 aurait dû être celle d'une reprise vigoureuse de l'économie mondiale après 2 ans de chaos du Covid, mais ce sera celle du retour de la guerre en Europe, du choc énergétique et de l'inflation, du ralentissement de la croissance et de la volatilité sur les marchés financiers. Comme le résume en dramatisant le patron de la banque JP Morgan, Jamie Dimon, un ouragan est devant nous et vous feriez mieux de vous y préparer. Voilà. Bon, globalement, Bruno Le Maire dit c'est bon, je vois le rebond. Après l'ouragan, je vois le rebond. Je vais prendre la balle comme ça. Je veux de la moutarde, bon sang. Qui n'a plus de moutarde chez lui? Qui? Non mais là, le portrait du monde, c'est pas moi, c'est dans le Figaro, avec le mec de JP Morgan qui t'explique que ça va être la merde, mais comme as. Et tout le monde fait comme si c'est bon. Pourquoi pas? Merci Jeb pour un abonnement de 3 mois. Je vois le rebonbon. C'est la cata pour la vinaigrette. Il n'y a plus de moutarde. Rendez la moutarde. C'est fini la moutarde. La moutarde, ça c'était avant. Oubliez la moutarde. Puis après, oubliez les pâtes. Ça c'était avant. Oubliez manger. Manger, ça c'était avant. Hein? Tout ça, c'est fini. C'est complètement Vous n'aurez plus rien. Vous ne mangerez plus rien, mais vous serez heureux. Hein? C'est comme ça. Ici, c'est ce qu'on a dit. Même pour faire Papy Chouette, faut pas que j'ai le micro à la main. La moutarde de Meaux, il y en a plein les rayons. Vous êtes cons. Oh bordel. Donc non, c'est fini la moutarde. Oubliez. Faites des stocks. Hein, si vous pouvez, faites des stocks de... Pas de PQ, hein, ça se mange pas. Des stocks de trucs qui se mangent. Hein, je pense que c'est mieux. On va manger des petits insectes. Des petits insectes qui sont un peu de vaccin dans l'insecte. Très bon. Tu peux y aller, les théories fumeuses, tu peux y aller. En tout cas, voilà, c'est quand même le patron de JP Morgan, un énorme enculé de la finance internationale. Il sait de quoi il parle. Hein. Un ouragan est devant nous et nous ferions mieux de nous y préparer. Alors, un ouragan pour les ultra-riches, hein, c'est globalement, ils vont perdre des milliards en un jour sur les marchés, mais ça ne changera pas. Ils auront toujours l'avion à 60 millions, le jet privé, le yacht, les apparts un peu partout. C'est juste pour nous, les pauvres, où ça va être un peu compliqué. Donc l'ouragan, eux, ils sont dans l'œil du cyclone. Ça bouge, tu vois, autour. C'est quand même le gros merdier. Hein, ouais. Eh ben, dis donc. Ça va, toi, sinon, les enfants? Oui, tu sais, ils sont dans une école privée, à l'école alsacienne. Ah bah oui, je vous ai pas dit ça sur Pap Ndiaye, j'oublie, je saute du coq à l'âne systématiquement dans cette revue de presse. Les enfants du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, sont à l'école alsacienne. C'est une école privée au cœur de Paris, ultra chère, où tous les enfants de l'élite se retrouvent pour faire leur scolarité loin de l'éducation nationale publique. Voilà. Tout ça va bien. Comme un ouragan. Non, je ne vais pas chanter Stéphanie de Monaco. Oui, la crise de 2008, bah, c'est ça, hein, ça arrive.
Et puis pour vous dire que la gorafisation de notre pays est en bonne marche, personne ne croit au mytho de Darmanin, le mytho de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que les supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets étaient responsables de la situation de samedi soir. Question. Vous, personnellement, trouvez-vous les explications du ministre de l'Intérieur convaincantes ou pas convaincantes? Alors, 1% ne se prononce pas. 23% les macronistes trouvent ça super convaincant et 76% ne sont pas du tout convaincus par les mythos de Darmanin. Voilà, donc on en est à faire des sondages pour dire est-ce que vous trouvez qu'il a bien menti ou pas? Oui, moi je trouve, oui, mais il a une belle énergie. Hein, moi j'ai voté Macron parce que j'aime, c'est cette jeunesse, c'est cette fougue, c'est ce regard bleu acier qui vous regarde droit dans les yeux, c'est cette narine qui frétille, c'est cette façon aussi d'aligner les mots qui ne veulent rien dire très très vite. C'est ça que j'aime moi chez Macron avant tout. Hein. Puis c'est le fait aussi de dire que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas jeune, hein, voilà. Puis moi oui, la retraite à 60 ans, je l'ai eu, mais c'est normal, j'étais jeune à l'époque. On peut pas tout faire, hein. On peut plus ça, hein. Ça c'était avant, c'est comme la moutarde, hein. Les gens, ils veulent et de la moutarde et la retraite à 60 ans. Mais c'est pas sérieux, hein. Faut vivre un peu dans le monde moderne, hein. Faut arrêter, hein. Faut voter Macron et puis faut travailler jusqu'à la mort, c'est normal. Moi je le fais pas parce que ça c'était avant, hein. Bah. Oh putain. Oh, j'ai tellement envie de foutre des baffes. Vraiment, j'ai vraiment super envie de foutre des baffes. On est humilié, on est maltraité, on est... Non mais vraiment, c'est dingue. C'est dingue. J'ai pas les mots. Non, c'était pas Belloubet, c'était je sais plus comment elle s'appelait. C'est quoi cette adresse Notre-Dame-des-Champs? Des coups de pelle, comme dans Bernie, bien sûr. Oui, alors la pub, ça nous permet de subvenir à nos besoins aussi. Hein. Je sais, si vous vous abonnez, vous n'aurez pas la pub. Je sais, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Mais la pub, c'est aussi de l'argent pour le monde moderne. Et on en a besoin parce qu'on a des projets. Et donc, soit vous avez les oligarques via Patreon, soit les gens qui s'abonnent via Twitch. Vous pouvez aussi, via YouTube, nous filer des petites souscriptions. Puis on va essayer d'ouvrir aussi d'autres moyens de financer le monde moderne. C'est important et la pub en fait partie. C'est nul, je sais. En plus, c'est des pubs pour Maverick, Tom Cruise ou des conneries comme McDonald's. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le monde dans lequel on vit. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Désolé. C'est le stream. Vous l'avez pas dans le replay, c'est différent. Donc voilà. C'est pour ça. Alors. Tac, tac. Le télétravail est-il vraiment un progrès? Ouais, carrément, ouais. Ah bah là, j'ai pas les néons dégueulasses, j'ai pas la moquette qui pue, le café dégueulasse du boulot, le collègue qui pue de la gueule le matin pour dire bonjour. Non, franchement, le télétravail, c'est pas mal. Honnêtement. Alors non, c'est faux. Ah non, c'est pas un progrès, attention, non. Tout se passe comme si ceux qui expérimentent le télétravail se mettaient peu à peu à rêver d'une vie libérée du travail. Le télétravail, ça dégoûte du travail, en fait. Les mecs qui se mettent en télétravail, au bout d'un moment, ils se disent « je vais pas retourner au bureau avec Michel qui pue de la gueule. » Non. Franchement, non. Non, je suis bien chez moi, je suis en Bermuda. Je parle à des gens, là, je travaille très bien. Je suis au téléphone le reste de la journée. Je fais des visioconférences pareil. Quand j'ai rien à foutre, je prends un bouquin. Non, mais voilà. Je suis davantage avec mon chat, et du coup il a moins cette angoisse de la solitude la journée. Voilà. Donc non, le télétravail c'est vachement bien. Alors c'est pas bien. Elon Musk a dit tu peux télétravailler si tu fais 40 heures de présence. Donc ils sont en train de s'organiser pour... Non, alors à la mine, ils sont pas en télétravail. Ah non, il n'y a pas eu d'expérimentation de ce type-là. Non, à la mine, c'est physique. C'est d'abord, tu grattes avec tes petits ongles, tes petites dents, tu te démerdes, mais tu bosses. En tout cas, là, on a affaire à... Voilà, c'est 40 heures par semaine, je crois. Bah, j'imagine, sinon c'est pas... Ou si c'est par mois, ça va, ça joue. Mais je sais pas, je connais pas personnellement Elon Musk. En tout cas... Voilà, regardez, c'est un progrès parce que je peux écouter la revue de presse. Voilà. Parce que vous avez plein de gens, j'ai appris ça, qui écoutent la revue de presse alors qu'ils sont censés travailler. Alors, je sais, certains m'ont balancé les noms, donc ça va, j'ai quelques noms que je vais pouvoir donner à vos employeurs. Mais pour les autres, qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Tout ce temps productif que vous enlevez à votre employeur, tout cet argent que vous lui donnez pas pour tout ça, même pas vous abonner au monde moderne et regarder comme ça, c'est dingue. Dans le métaverse pour une vie meilleure, Bajned à tous, merci Lauratel pour cet abonnement.
Voilà, présente. Voilà, mais regardez, ils sont tous contents d'écouter le monde moderne en bossant, mais c'est du délire. Moi, je vais avoir des emmerdes après. Non, faites-le, je suis fier de vous, c'est formidable. Et même, il y en a qui écoutent ça alors qu'ils ne télétravaillent pas. Hein. Bob, par exemple, écoute ça dans sa cabine de grue. D'autres écoutent ça au bureau avec un casque. Et du coup, ils éclatent de rire dans l'open space. Les gens se demandent ce qui se passe. Donc, voilà, il y en a qui sont plus télé que travail, c'est clair. On fait les deux et on finance. Merci, ça c'est super. Exact. Et ben moi je télétravaille pas. Il y en a qui travaillent pas non plus. Voilà. Mais pour ceux qui, alors, donc les employeurs sont en train de se dire merde, ils ont pris goût à la vie. Ils ont plus envie de venir dans ce lieu dégueulasse. Il faut la mettre malalala. Okilestekiki. Quoi, Volif 42, j'arrive pas à lire. Malalao. Bon. C'est le patron qui fait des économies sur le cul de celui qui bosse. Ouais, le monde moderne à la vigne, parfait. J'écoute en me les grattant dans mon pieu, parfait aussi. Et moi je suis en retraite, encore mieux. Ah ben ça c'était le monde d'avant, nous on connaîtra pas la retraite. Nous on connaîtra, on oubliera le goût de la moutarde et puis on racontera à nos... Ah ben non, on n'aura plus de petits-enfants. Qu'est-ce que... On sera en train de bouffer comme ça un bout d'humain qu'on aura récupéré chez le voisin. Et puis, on te rappelle quand il y avait la retraite. Ouais. Même les Aurignaciens n'étaient pas cannibales hein, quand même. Mais bon, ça va très mal. À la retraite, et j'ai 33 ans. Ça, c'est beau. Bravo. Ça, c'est un life goal, quoi. La retraite le plus tôt possible. Moi, quand je faisais mes études, je me suis dit, c'est bien, j'en fous le moins possible. Vaut mieux être à la retraite quand tu es jeune. Comme ça, tu prends vraiment le temps, quoi. Et ça, la retraite, ça devrait être, tu vois, tu fous rien jusqu'à 45 ans. Après, tu bosses 10 ans parce que voilà. Et après, tu es à la retraite à 55 ans. Voilà. Mais tu fais plein de trucs, hein. Mais t'arrêtes de travailler pour des trucs qui font du profit, qui servent à rien. Virer car non vax. Eh ouais, bah voilà, bravo. Au fond du lit avec un thé, mais c'est parfait. Soleil vert, on y est. On éclate de rire dans l'open space. Mais c'est vrai. C'est vous, hein, c'est vos témoignages. Moi, j'y suis pour rien. C'est vous qui me racontez ces conneries-là. Je travaille de nuit. Bravo Nadvero, c'est vrai, oui, tu me l'avais dit. Et pourtant, tu fais la modération et on peut t'applaudir. Merci pour ça. Merci beaucoup Nadvero. Obligation à la déconnexion à 16 heures, plus personne au travail. Ben voilà, sachant que j'aurai pas de retraite, j'en ai profité jusqu'à 30 ans. C'est vrai. Voilà, donc profitez, démissionnez. Voilà. Tiens, EDF, un géant en pleine tourmente. Alors quand ça va mal, allô l'État? L'État c'est nous. Hein. Tu peux payer? Non, parce que les actionnaires ils sont pas contents. Hein. EDF est dans la sauce. Et oui, sa contribution au bouclier tarifaire, l'arrêt des réacteurs lui coûte des milliards. Il n'a plus les moyens de financer la relance nucléaire. C'est terrible. Alors, vous inquiétez pas, il y a un plan. L'État a toujours répondu présent. Et l'État répondra toujours présent pour EDF et les salariés d'EDF. Alors, le seul problème, c'est que pour nationaliser EDF, il faut racheter les parts aux actionnaires. Et pour racheter les parts aux actionnaires, il faut leur faire un beau cadeau. Donc, pour le moment, c'est entre 5 et 7 milliards le rachat de parts pour que l'État soit actionnaire majoritaire et puisse faire ce qu'il veut avec EDF, c'est-à-dire nous. Mais l'Union européenne pourrait dire Nein, parce que l'Union européenne, ça parle allemand plus qu'anglais. Du bist kein nationalisierte EDF, impossible. Nein, kein possible. Et pourquoi? Parce que concurrence. Mais toi aussi, là-bas. Eh oui, et donc il va falloir se battre avec la Commission pour pouvoir nationaliser EDF et pour qu'on ait des prix d'électricité qui soient pas trop chers à cause de l'Europe, puisque l'Europe c'est une chance. Hein, voilà. Mais globalement, l'État répondra à présent. Donc nous allons éponger les dettes d'EDF et l'idée est simple. C'est qu'ils vont scinder EDF en deux. Hein. Il y aura le camp rouge, le camp bleu, ou le camp vert et le camp rouge. Le camp rouge, c'est tout ce qui va coûter très cher, infrastructure nucléaire, etc. C'est nous qui allons payer. Et le camp vert, c'est ce qui va pouvoir apporter encore un peu de thunes. Hein. Le renouvelable, le conseil, le machin, les trucs. Et là, les actionnaires vont en mettre un peu dans la poche. Mais globalement, EDF est en faillite. Regardez, ça, c'est les chiffres. L'évaluation du résultat d'EDF, l'EBITDA, en milliards d'euros. Pardon. Alors tu te dis 2018 ça va, 2019 ça va, 2020 ça va, 2021 cool. Et là 2022 qu'est-ce qui se passe? Ah bah 5 ans de Macron. Ah oui mais non mais c'est pas Macron qui est le patron de l'EDF. Non mais je veux dire
Qui a vendu Alstom à GE? C'est Macron, hein, globalement, et ça clique. GE qui ensuite a récupéré Arabelle, hein, ces énormes turbines qui sont nécessaires pour les centrales. EDF rachète Arabelle une fortune. Dans cette opération, il devait vendre des turbines Arabelle à Rosatom, le géant russe de l'atome, mais on a fait des sanctions. Donc du coup, EDF ne peut pas vendre ces turbines, ne peut pas faire rentrer Rosatom dans le rachat de GE et d'Arabelle, qu'il a racheté beaucoup trop cher par rapport à ce que ça a été vendu, 1 euro symbolique à GE. Tout ça, c'est un scandale phénoménal qui aurait dû virer la Macronie de la surface de la scène politique française. Rien de ça n'a été fait. Les mecs sont toujours aux commandes, ils sont toujours aussi nuls et ils sont toujours pas devant la justice. Et nous, on va payer les dettes d'EDF. Et payer l'électricité très cher à partir de 2023. Parce que là, Bruno a dit non, mais d'abord on vous fout la réforme des retraites dans la gueule, après on vous augmente le prix de l'électricité. Hein? Comme vous êtes bien con, vous allez rien voir. J'espère que les gens vont voir quelque chose. J'espère que les gens vont arrêter d'être aussi cons. C'est peut-être un vœu pieux. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse, à vous abonner. Vous êtes 16 931 followers. On est bientôt à 17 000 followers sur cette chaîne Twitch. Vous êtes plus de 57 000 sur YouTube. Continuez à vous abonner également, à référencer ces vidéos, à les partager, parce que plus vous partagez, plus on monte dans l'algorithme, plus c'est bien pour nous. Également, c'est pareil, si vous vous abonnez, c'est aussi pour qu'on monte dans l'algorithme. Plus on a d'abonnés, plus on est un gros stream, et donc plus on est mis en avant, et donc plus voilà, on a d'audience. L'idée, c'est quand même de réveiller un max de gens en disant mais arrêtez. Je veux bien qu'il y en ait plein qui soient contents parce que vous gagnez je sais pas combien par mois, vous en foutez, parce que vous vivez pas en France, vous en foutez, parce que vous n'avez pas d'enfants, vous en foutez. Mais quand tu gagnes pas beaucoup, que tu as des enfants et que t'es dans la merde, t'es un petit chef de merde, que tu te dis mais c'est pas possible d'être pris pour un con pareil. Non. Pour ça, il faut s'organiser. Comment s'abonner sans adresse mail? Bah tu mets une fausse adresse mail, je sais pas, tu te démerdes, je sais pas. Merci pour les offres d'abonnement, merci pour les abonnements, n'hésitez pas, c'est important, c'est pareil quand vous cramez des points de chaîne, ça nous fait monter dans l'algorithme, c'est important. Ça c'est pour Twitch. Si vous regardez sur YouTube, ça ne vaut pas pour YouTube. Pour YouTube, il faut mettre des commentaires. Mettez des commentaires, genre c'est super, j'adore, c'est génial, c'est super. Pouce bleu. Il n'y a plus de pouce bleu, mais tu mets pas pouce. Dans les Échos, beaucoup de ministres restent peu connus. Tiens, tout à l'heure, vous aviez oublié que Stanislas Guérini était ministre. Hein, dans votre tête, il était encore machin. Hein, il s'occupait de la REM, quoi. Hein, il passait sur les plateaux pour dire des blagues. Non, il est ministre. Et il y en a un particulièrement, c'est Damien Abad. Hein, il est identifié par 50% des sondés, mais ils ne sont que 7% à avoir une opinion positive de lui. Donc un Français sur deux, c'est pas qui est, enfin un sondé sur deux, c'est pas qui est Damien Abad, alors que le mec a quand même une affaire sexuelle au cul, on a parlé de lui pendant une semaine. Hein, un Français sur deux, c'est pas qui est Damien Abad. Donc c'est vous dire le niveau d'information aussi de la population. Et seulement 7%, il y en a 7% qui ont une opinion positive de lui. Mais c'est formidable ça. Donc voilà, donc le gouvernement Borne, c'est un nouveau gouvernement de saltimbanque. Hein. Alors les plus belles, hein, c'est mes deux éoliennes que je préfère, c'est Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin. Oui, alors attention, l'écologie, c'est pas que la prérogative de quelques lanceurs d'alerte. Hein. C'est aussi des profits d'abord. On a vu avec McKinsey là, on va faire un petit rapport sur l'écologie, ça va dépoter. Hein. Un rapport à 3 milliards d'euros, mais ça va nous rapporter au moins 200 balles. Hein. Ah oui, hein, c'est la magie. Hein. Ah oui. C'est pas sérieux. Il y a des économies à faire là en fait. On pourrait arrêter avec ces ministères là qui servent à rien. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'économies hein, très facilement. Tu resserres à quoi 5 grands ministères où tu mets des vrais ministres, hein, pas des voilà. Mais sinon c'est dingue. C'est pas une punition, hein, c'est la magie. Hein. Tiens, je vous la remets, tiens, pour la peine. Puisque vous aimez vous faire mal, puisque vous êtes encore là, puisque vous êtes aussi nombreux, eh bien, il n'y a pas de raison. Pourquoi je la trouve jamais, la magie? Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà, j'adore cet extrait. C'est un de mes extraits préférés de cette revue de presse.
Le rapport du Conseil d'orientation des retraites repoussé à la rentrée. Comme c'est pratique, regardez, c'est Olivier Dussopt qui s'occupe de la réforme des retraites avec une ancienne de McKinsey, évidemment. Et bien là, pourquoi ? Parce que à cause des élections, les prévisions de croissance du gouvernement sont décalées à juillet. On va annoncer les mauvaises nouvelles une fois que Macron aura sa majorité, parce qu'il va sans doute avoir sa majorité si ça continue comme ça, vu que les Français aiment se faire mal. Ils aiment, il est méchant, c'est nul, mais je vote pour lui parce qu'il est génial. Ça va pas, toi ? T'es pas un peu taré ? Non, c'est parce que je regarde la télé, moi. Ah. Pauvre vieux. Bon, voilà, n'empêche, on va se retrouver avec Dussopt qui va nous gérer une réforme des retraites où tous les partenaires sociaux vont dire « Non, c'est dégueulasse, vous pouvez pas faire ça, non, c'est odieux !» Et puis, on va voir la réforme des retraites de toute façon. Les Français sont dévots, c'est vérifié chaque jour. Et donc voilà, là c'est tranquille, c'est un déni démocratique phénoménal. Donc pour cause d'élection, on annonce les mauvaises nouvelles après. Et c'est normal. Et personne dit mais c'est scandaleux, encore un scandale de plus. Mais on les compte même plus. T'as l'impression qu'on vit dedans, quoi. Donc au final, y a rien à faire. Ça lag de ouf. Ça y est, je suis à une image par seconde, il va être temps d'arrêter. Désolé, de toute façon, cette revue de presse a duré bien trop longtemps. Allez, on finit sur les armes de destruction massive parce que je sais que vous adorez ça, les missiles qui tuent des gens. MBDA, qui est fabricant près de Bourges de nos missiles, des munitions, dit que la hausse de production des munitions est difficile parce qu'ils n'ont pas le droit de stocker les munitions finies. Alors, pour remédier à ce petit problème et faire beaucoup plus d'armes à donner à l'Ukraine pour tuer beaucoup plus de gens, on parle quand même de 2500 munitions tirées par jour en Ukraine. MBDA a trouvé la parade. Ils ne peuvent pas stocker les missiles finis, mais ils peuvent stocker les matières premières pour faire du missile. Donc ils ont plein de stocks de matières pour, en fonction de la demande, répondre très vite à la demande. Mais c'est du flux continu, donc ils ont des stocks pour tuer. Après ils font le petit truc qui tue, et puis ils l'envoient aux mecs qui l'utilisent pour tuer. Et ça fonctionne plutôt pas mal, et ils sont plutôt contents. Alors ils disent quand même, il risque d'avoir une pénurie. Cette guerre en Ukraine nous a appris un truc, c'est qu'en Europe, on n'est pas prêt. Si c'est la guerre, on a 3 jours de munitions pour l'armée française par exemple, donc ça va pas très loin, 3 jours. Après tu fais pan, pan. Tu mimes avec la bouche le bruit de l'arme automatique. Ta 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 ta. Éventuellement avec un petit amplificateur, ça peut faire illusion, mais pas longtemps. Et puis, alors c'est marrant parce que MBDA, donc, qui est prêt à faire plein de munitions pour l'Ukraine, est dans la sauce, puisque une association des droits de l'homme yéménite avec Amnesty International a déposé une plainte contre Thales, MBDA et Dassault, accusés de complicité de crimes de guerre pour avoir fourni des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Les entreprises qui persistent à exporter des armes alimentent le conflit, évidemment. Oui, alors ça c'est le Yémen, on n'en parle pas. Mais au Yémen, il faut savoir que l'Arabie Saoudite a bombardé des écoles, des hôpitaux, des civils, des villes, des routes. Tout ça allègrement en faisant des centaines de morts, voire des milliers de morts. Et ces missiles utilisés par l'Arabie Saoudite sont français. Voilà, ils ont été retrouvés dans les décombres. Et donc, heureusement que des associations des droits de l'homme essayent de mettre fin à ces boucheries que sont les guerres, en expliquant que maintenant, il n'y a pas de guerre juste, en fait. C'est de la merde. C'est des gens qui balancent des trucs pour tuer d'autres gens. Tout ça pour de l'argent. Voilà, donc MBDA, d'un côté, continue de produire plus, et de l'autre, a un procès pour avoir produit des armes de destruction massive. C'est formidable. Tout ça n'est vraiment pas sérieux, et cette plainte, je ne sais pas si elle aboutira. De toute façon, le procès est en cours. On verra ce qui se passerait. Et puis, il y a ceux qui sont obligés de bosser pour Thales pour manger, ça je comprends. Dassault ou MBDA, après il y a des ingénieurs qui sont... Ben oui, on est obligé. Et puis, j'avais fait le salon du Bourget. Alors, tu as d'un côté le salon de l'aviation civile et de l'autre le salon militaire au Bourget. Et là, tu as tous les stands de ces vendeurs d'armes qui expliquent il ne rate jamais sa cible, droit au but avec machin, système de visée, de précision, etc. C'est un marché phénoménal, c'est un des plus gros marchés. La France, d'ailleurs, est très bien placée dans le marché de la vente d'armes. Les États-Unis, bien sûr, caracolent en tête. Mais France et Allemagne se démerdent quand même plutôt pas mal avec le UK et d'autres. Voilà, c'était la revue de presse du monde moderne. Surveillez Twitch demain, demain soir, on va dire. Pourrait y avoir un jacuzzi nocturne.
Et sinon, continuez de faire le super boulot de bouche-oreille, de parler de cette revue de presse, de la partager un maximum, de vous abonner si vous pouvez, de nous soutenir sur Patreon, c'est important, et de continuer de garder le moral et garder la pêche parce que un ouragan arrive et il faut se préparer. Kiki, voilà, Kiki est prêt, il est sous sa petite tente en papier qu'a fait Bruno. Quelle heure ? J'ai pas dit l'heure justement, parce que j'aime que vous soyez comme ça à pas savoir. Il faut toujours vous prendre par surprise. Faut pas croire que c'est le confort, tout ça, ça se passe comme ça. Non, pas du tout. Attention. Je sais pas, c'est quand est-ce qu'il parle JLM ? Faut pas que je le fasse en même temps. Ben non, alors c'est quoi ? C'est quand ? Dites-moi tout, qu'on fasse pas à la même heure. Non, mais on le fera plus tard, je pense. À demain, merci Sofrec, 2 mois d'abonnement. C'est vrai, sur Patreon, on prend plus, c'est vrai. Mais ça dépend comment on veut faire monter le stream. Mais c'est vrai que sur Patreon, et puis vous avez un mug, c'est quand même mieux. Donc vous verrez, voilà, c'est la réponse. Allez, bonne journée, ciao.